Bienvenue sur le podcast du Tao pour tous. Chaque semaine, je décrypte et démystifie pour vous la philosophie taoïste. Une sorte de Dao De Jing pour les nuls, version 21e siècle. Tout ça pour vous inspirer et vous donner des conseils concrets, que vous soyez pratiquant ou néophyte. Vous écoutez l'épisode 55, la frontière de l'ésotérisme. Je suis Serge Gillette et depuis 2012, j'enseigne la pratique taoïste un peu partout en France. Je suis aussi fondateur de thedaoproject.org, la seule plateforme dédiée à l'apprentissage, pratique et moderne du taoïsme. Il y a une mauvaise compréhension globale de ce que les taoïstes recherchent. Faut avouer que c'est un peu notre faute car nous ne nous étendons pas spécialement sur le sujet. On a certains objectifs énoncés clairement et bien publics. Du style avoir une meilleure santé, avoir l'esprit calme, savoir qui on est. Mais les vrais buts font partie de l'enseignement caché, ou plutôt devrais-je dire de l'enseignement réservé. Mais pourquoi cacher les choses ? Ce serait pas un peu contradictoire pour une voie soi-disant qui vise à améliorer l'humanité ? Et non, ce n'est pas contradictoire, il y a des raisons. Et si je vais revenir dessus dans cet épisode, j'en parlerai surtout dans les sessions en live du mois de juin. Je pense que ce sujet de l'enseignement caché nécessite une interaction et une vraie discussion. Disons pour l'instant que j'admets que nous, taoïstes, sommes fautifs. J'admets que si le grand public ne comprend pas toujours ce que nous cherchons et qu'il ne comprend pas comment les différents outils peuvent s'articuler entre eux, ce n'est pas nécessairement parce que les gens sont cons, comme dirait Perceval. J'avoue, on a une part de responsabilité. Responsable, mais non coupable, comme dirait un de mes ministres corrompus préférés. Les gens ne comprennent pas ce qu'on fait. Ils perçoivent plein d'activités, plein de pratiques qui, à première vue, n'ont aucun lien entre elles. Voire pire, qui semblent se contredire. On a des arts martiaux, et pas qu'un. On a des qigong, et pas qu'un. On a de l'alchimie interne, de l'alchimie externe, des rituels, de la magie, de la divination, de l'astrologie, du chamanisme, du rêve lucide, des sorties de corps, 3 médecines, l'étude de texte, la méditation, l'étude des formes. Et naturellement, le raton laveur. Tout cela a l'air d'un fatras pas possible. Franchement, on ne peut pas en vouloir à qui que ce soit de ne pas comprendre. Oui, surtout qu'à la fois, tu dis que les livres, il faut les brûler, mais en même temps, tu les étudies. Et ce n'est pas la seule contradiction que le néophyte peut voir, ou qu'il croit voir. Quand je disais responsable mais non coupable, il s'agissait certes d'une boutade, mais j'étais en même temps sérieux. Est-ce que les buts véritables ne sont pas clairement dits, et ce dès le début ? Ou est-ce que les gens, et peut-être même vous, chers auditeurs, ne seraient pas un peu trop habitués à ce qu'on leur mâche tellement les choses qu'ils ne sont plus capables d'efforts intellectuels et d'assembler les morceaux ? Après cette longue mise en bouche qui ne vous aura pas éclairé d'un iota, laissez-moi vous faire une petite compilation d'extraits du Dao De Jing. L'humain imite la terre imite le ciel imite le Dao. La voie du Dao est le retour. Sans sortir de ma maison, je connais le monde. Sans regarder par ma fenêtre, je découvre le Dao du ciel. Plus je m'éloigne, moins je connais. Si on se livre au Dao, on diminue chaque jour. Diminue et diminue jusqu'au Wu Wei. Quand l'homme accompli utilise la simplicité, il gouverne les magistrats. Dao De Jing, chapitres 25, 40, 47, 48 et 28. Avouez que les choses sont clairement dites. Le but est d'aller vers une simplicité. Le but, c'est d'aller vers un naturel qui nous permet de toucher plus facilement le 1, le Dao de son petit nom. Vous avez le droit d'appeler ça Dieu avec un grand D si vous voulez. Mais attention, ce Dieu avec un grand D, ce n'est pas la déesse taoïste Dumu. Ce n'est pas le Dieu des chrétiens. Ce n'est pas Zeus, ce n'est pas Yahvé, ce n'est pas Allah, ce n'est pas Shiva. Ce n'est pas plus Odin que la croissance continue. C'est autre chose. Le 1 ne peut être que quelque chose se situant au-delà de notre atteinte, au-delà de toute personnification, au-delà de toute intention humaine. Mais comment tu fais la distinction ? En fait, c'est très simple. Si pour toi, ton Dieu a dit un truc, a dicté un texte, veut quelque chose, et peu importe ce que c'est, on est dans un concept humain. On est dans une personnification. Donc, ce n'est pas le 1. On est juste dans une forme simplifiée de ce concept du tout. C'est un peu comme la bibliothèque verte par rapport à la littérature. Il y en a qui vont pas être contents. Sans doute, et ce n'est pas grave. Ils n'ont juste pas assez réfléchi s'ils imaginent que leur esprit peut avoir une idée de l'univers dans son intégralité, de ses buts ou de ses moyens d'action. La bonne nouvelle, c'est que c'est pas grave. Mieux que ça,
Ces dieux intermédiaires sont nécessaires. On en a besoin parce que justement, on ne peut pas attraper le concept du un ou du tout, puisque nous en faisons partie. Pour observer objectivement quelque chose, nous devons être extérieurs. C'est ton histoire de rat dans le labyrinthe de cet autre épisode. Oui, et j'encourage tous ceux qui s'offusquent quand je parle des dieux à le réécouter. Vous noterez que j'ai mis dedans une déesse taoïste. Pas de favoritisme. Pour en revenir à notre but, il est simple. Mieux que ça, on est sympa et on dit même comment y arriver. On doit aller vers le 1 en enlevant. Ouais, enfin, ça aide pas beaucoup. Non, en effet, j'irai même plus loin. En tant que tel, ça n'aide à rien. Mais ça devient utile quand on combine ces idées avec des pratiques. Pour que ce soit simple, je vais prendre un exemple très concret. Il faut juste garder à l'esprit que j'illustre un propos et que ce que je vais expliquer s'applique à tous les domaines de la pratique, pas juste à celui-ci. Quand j'allais voir mon maître d'armes à Manille, je passais systématiquement rendre visite à Alex Ko. Il était professeur de No Chok Kung, un art martial du sud de la Chine. Son prof avait fondé le premier club de boxe chinoise dans les années 30 à Binondo. Dans le quartier chinois de Manille des années 30, il faisait partie des durs, de ceux qui, pendant le Nouvel An chinois, exécutaient la danse du dragon. J'adorais voir Alex, son élève donc, car il me racontait toujours plein d'anecdotes, que ce soit sur mon maître d'armes, sur son prof ou sur l'ancien temps. Bon, on est donc là dans sa quincaillerie entre les boîtes de clous et de vis, lui derrière son bureau en bois façon début XXe siècle, et il me raconte son parcours avec son prof. Il m'explique qu'ils apprenaient plein de formes avec lui. Comme des katas? Oui, voilà, comme des katas au karaté, des formes codifiées de séries de mouvements que tu répètes. Donc, chaque élève apprenait une forme, puis l'année suivante une autre, et ainsi de suite. Parfois, un élève apprenait 2 formes dans une année. Parfois, certaines formes étaient réservées à certains élèves. Donc, Alex me raconte qu'un jour, il argumente avec des potes à lui, d'autres anciens élèves. Il cherche à déterminer qui est le plus avancé. Il compare le nombre de formes que chacun connaît, puis le nombre de mouvements total, puis se prennent la tête sur la difficulté relative de certains enchaînements par rapport à d'autres. Ça fait querelle de cours de récré. Ah, clairement, hein. Je suis le plus fort car mon papa il a une BMW. Et ils ont réussi à se mettre d'accord? Non, bien sûr que non. Donc Alex est allé voir son prof et lui a demandé qui était le plus avancé, en mettant en avant cet argument du nombre de katas connus. Son prof l'a rembarré direct, en leur disant que le nombre n'avait aucune importance, que tout était contenu dans la première forme, celle que tout le monde avait appris. En gros, ils en étaient tous au même point. Alex est resté scotché. Il a demandé à quoi servaient les autres formes. Si tout était dans la première, à quoi elles servent? Et son prof a répondu à nourrir le professeur. Les élèves restaient car ils voyaient qu'ils ne connaissaient pas toutes les formes et ils voulaient les apprendre. Ils se comportaient comme des gamins avec des vignettes Panini. Ils voulaient l'album complet. Donc, ils continuaient à payer pour les cours. Mais c'est pourri si les katas c'est juste pour nourrir le prof. C'était une boutade. Il y a aussi d'autres raisons à l'existence de multiples katas. Par exemple, il lui a expliqué que si lui, Alex, n'avait pas vu certaines formes, c'était parce qu'il fallait être grand et mince pour les faire correctement. Que machin avait appris telle forme, car lui était petit et gros, et ainsi de suite. Ah, il y avait quand même un intérêt pédagogique. Oui, mais l'intérêt principal était de maintenir l'envie de l'élève d'aller plus loin, de l'inciter à finir son album de vignettes. Je te rappelle que tout le style était contenu dans la première forme, celle que tous les élèves avaient commencé à apprendre le premier jour de leur entraînement. Les élèves recherchent la distraction, car leur esprit la recherche. C'est un très bon moyen de ne pas avancer tout en croyant travailler sur soi. On s'entourloupe tout seul comme un grand, on brasse du vent. L'esprit est satisfait car cela ne remet rien en cause et en plus notre ego se renforce. On accumule de la connaissance sans avoir le moindre savoir. En forçant avec une mauvaise raison les élèves à rester, tu leur donnes la possibilité de passer au-delà de cette collectionnite et de rentrer vraiment dans une pratique. Tu es obligé en quelque sorte de les gruger si tu veux leur donner une chance de réussir. Si tu veux leur permettre de commencer un vrai travail sur eux, tu es forcé de leur proposer d'aller dans le sens de leurs travers, de profiter de leurs envies d'accumuler du savoir. Justement, mettons en évidence l'opposition entre connaissance et savoir. Le truc marrant, c'est qu'aucun des élèves n'arrivait à mettre en application, lors des sparring, ce qu'ils avaient vu dans les formes. Ils n'arrivaient pas, comme on dit, à franchir l'espace. C'est un terme, un jargon qui signifie s'approcher suffisamment pour porter des coups. Parce que les formes étaient mauvaises? Non, parce qu'ils confondaient tout. Ils confondaient un entraînement avec la pratique. Ils confondaient le développement de qualité avec leur application. Et surtout, ils n'avaient pas développé une qualité principale, celle d'y aller, celle d'oser avancer. Quand Alex a demandé à son prof
comment il fallait faire pour se retrouver à portée de son adversaire, pour franchir l'espace. Son prof l'a regardé avec incompréhension et lui a simplement dit « Avance ». C'est juste la peur qui le retenait. Il était dans un mode sparring, alors que les arts martiaux ne sont pas faits pour ça. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'idée derrière le Nochokong, c'est quand même de se jeter sur l'autre et de le rouer de coups. On a ici l'expression exacte de l'incompréhension d'une voix. Un combat, c'est simple, on frappe tant que l'autre est debout. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Mais pour y arriver, on va devoir développer des capacités. La première erreur est de confondre ces capacités avec le but final. Je vais m'entraîner à rester sur mes jambes et à ne pas glisser sur le sol. Mais est-ce là le but ? Non, c'est de cogner l'autre. Non, le but c'est que l'autre arrête de vouloir nous cogner. Peu importe le moyen. Taper sur l'autre est un moyen. Rester debout est un moyen. Faire des formes, du shadowboxing, de la corde à sauter pour entretenir son cardio sont des entraînements pour avoir les moyens. C'est très différent du but. Le but c'est que le combat cesse. On voit là qu'on s'est bien éloigné de ce que le taoïsme dit. Simplicité. Retour vers le 1. Au contraire, on a complexifié, on a rajouté. Comme en apprenant de plus en plus de formes. Mais la solution, c'est quoi alors ? C'est de comprendre la première forme et de développer les qualités qui font que ça va fonctionner avec. Comme le courage d'avancer sur l'adversaire, la puissance pour frapper, l'endurance pour pouvoir continuer à frapper s'il ne jette pas l'éponge. Sans oublier une certaine forme de résistance contre les coups. Ça a peut-être l'air de rien dit comme ça, mais si on cherche à ajouter des techniques plutôt qu'à comprendre le problème, on n'arrivera nulle part. Si je n'arrive pas à me connaître, si je ne sais pas qui je suis, si je ne vois pas mes soucis, et que je passe d'un psychiatre, un gourou, un pseudo-chaman, à un autre psy, il ne se passera pas grand-chose. De même, si je crois qu'il faut multiplier les exercices de méditation, ou si je pense qu'il existe un exercice secret qui va enfin faire la lumière sur qui je suis, un exercice mystérieux que je n'ai juste pas encore. Mais tu auras la seule chose que personne d'autre n'a. Le manuscrit du dragon. Vous croyez ? Et il n'y a pas d'exercice secret. C'est pas tant les exercices qui sont secrets que les explications qui se sont perdues au fil du temps et des commercialisations. Mais si tout est dans la simplicité, on n'a besoin de rien pour avancer. C'est là qu'intervient un mécanisme naturel. J'en ai déjà parlé dans l'épisode du chaos aux influenceurs. Nous ne pouvons jamais résoudre un problème global de suite avec une méthode globale. Nous avons besoin d'aller dans le détail. Imagine que tu me demandes comment gérer tes émotions, comment ne pas être emporté par elles. Ma vraie réponse serait quelque chose du style « Ne laisse pas tes jugements devenir la source de ta pensée ». Mais j'en fais quoi de ça ? Rien justement, t'en fais rien. C'est trop méta pour être utilisable. C'est comme de dire à quelqu'un qui ne sait pas nager, nage. On a besoin de plus. On a besoin de savoir de quoi on parle. On a besoin d'avoir creusé le sujet. Et faire plein de katas, c'est creuser le sujet. J'aime bien ton enthousiasme, mais non. Faire plein de katas, c'est faire plein de katas. Est-ce qu'un collégien qui fait plein d'exercices de maths va devenir meilleur en maths ? Bah oui. Non. Il peut éventuellement devenir meilleur à résoudre des exercices de maths. Et en plus, uniquement ceux du cours. Ce qui est très différent d'être bon en maths. Il peut devenir un technicien de l'équation du second degré, un technicien du théorème de Pythagore, sans rien comprendre de plus. Et sans n'avoir fait aucun lien, sans avoir tiré la moindre généralisation de tous ses efforts. Attends, tu te contredis. Tu dis qu'il faut plus d'exercices et en même temps, tu dis que ça sert à rien. Alors non, déjà je n'ai pas dit qu'il fallait plus d'exercices, j'ai dit qu'il fallait plus et qu'il fallait creuser. Si ma méthode de faire des exercices ou des katas, c'est juste de répéter sans chercher à comprendre, je ne vais pas avancer d'un iota. Je saurais juste faire plus de formes ou résoudre une bête équation. Creuser, c'est aller vers le centre des choses, vers ce qui sous-entend le domaine, aller vers ce qui est au cœur. On ne fait pas plus d'exercices pour accumuler des exercices. On ne fait pas des exercices différents pour devenir meilleur ou pour avoir plus de cordes à son arc. On les fait pour avoir d'autres angles de vision, d'autres points de vue. Et on espère ainsi comprendre les règles profondes. Une fois celles-ci comprises, on fait ce qu'on veut et ça marchera. Ce qui est dommage, c'est que beaucoup de profs ne comprennent pas ça. Ils n'ont même aucune idée de ce que je raconte. Attention, ça ne veut pas dire qu'ils sont malhonnêtes. Non, certains sont très honnêtes et ils font de leur mieux pour pousser leurs élèves le plus loin possible. Certains, en revanche, sont dans la recherche permanente de nouveaux qigong, de nouvelles formes pour distraire les élèves. Cette recherche n'a pas pour but d'aider l'élève à aller plus loin, mais juste à ce qu'il renouvelle son adhésion. Si l'élève s'ennuie, il va s'en aller, c'est normal. Si l'élève pratique, il n'y a pas d'ennui. Si l'élève s'ennuie, c'est qu'il ne pratique pas. Et là, on revient à des causes qu'on a détaillées dans de précédents épisodes. Il s'ennuie. Donc, on le distrait avec de nouveaux exercices, de nouveaux qigong, de nouvelles formes.
On le distrait, on agite devant ses yeux du faux savoir et on l'empêche donc de creuser, d'aller au fond des choses. On reste dans la recette, dans la superficialité. Tant que je n'ai pas compris l'algèbre de base en maths, tout ce qui est équation n'est que recette de cuisine. Et chaque nouveau problème demandera un effort énorme pour être résolu. Tant que je n'ai pas compris comment mon esprit pouvait être calme sans que je ne fasse rien. Je vais devoir me battre contre lui avec des petits exercices, des trucs, des astuces, des recettes de cuisine. Désolé, mais ce combat est perdu d'avance. Si j'ai bien compris, tu es en train de dire que tout ce que tu enseignes, c'est juste pour faire comprendre comment ça fonctionne, et qu'une fois qu'on a compris, c'est bon. Absolument, c'est bon car on sait le faire. Et là, on arrive à la différence entre le lettré et le pratiquant. Le lettré a la connaissance du fait qu'un esprit qui ne juge pas ses propres jugements est calme. Le pratiquant, lui, simplement, il sait le faire. Qui veux-tu être? Celui qui se la pète sur les réseaux sociaux en sortant de belles phrases ou celui qui dans sa vie est heureux? Plutôt le second. Et pour ça, il faut se saisir des mécanismes. Il faut se saisir des concepts et les assimiler comme nôtres. Ah, et c'est pour ça que dans le taoïsme, il y a plein de domaines différents. Ça permet de mieux comprendre le fond des choses. En partie. Il y a des domaines différents, car si même au final tout est pareil, en pratique on n'y croit pas trop. On arrive à avoir l'esprit calme quand on tire à l'arc, mais pas quand on médite. On sait que l'on ne peut pas maîtriser une langue étrangère en une journée, mais on aimerait maîtriser son chi en un week-end. Nous sommes pleins de contradictions, en général celles qui nous arrangent. Traditionnellement, pour contourner ces limitations, on a développé des exercices qui marchent mieux, qui font mieux comprendre. Il y a comme qui dirait une certaine pédagogie derrière tout ce bazar. Il y a aussi des domaines différents, car on a beau dire que tout est pareil, en lançant un coup de poing, si tu n'en as jamais donné, tu vas te faire mal. Les principes sont les mêmes. La mise en application, elle, est spécifique à chaque domaine. Autrement dit, on a autant besoin de principes généraux que d'applications concrètes. L'esprit humain galère avec beaucoup de choses. Il est farci de préjugés, il ne sait pas raisonner, il ne sait pas résoudre un problème sans qu'on l'ait entraîné pour. On a besoin de lui apprendre ça, et ensuite de lui faire appliquer sur plein de situations très variées. C'est aussi à cause de notre condition d'humain limité qu'il y a des enseignements cachés. C'est la différence entre exotérisme et ésotérisme. L'ésotérisme, c'est la magie et les trucs bizarres. Pas du tout, c'est ce que les gens croient. Et encore une fois, ils se trompent. Le vrai sens d'ésotérisme, c'est que les connaissances ne doivent pas être vulgarisées, mais seulement communiquées à un nombre choisi de disciples. Alors oui, la démonologie, les poupées vaudou, les sauts taoïstes ne sont pas des enseignements que tu veux donner à tout le monde. Et ça rentre dans l'ésotérisme. De même, le fonctionnement profond de l'esprit, les frappes empoisonnées, ce qu'est l'incarnation, le passage de la mort, ce que sont les dieux, ou comment travailler avec eux, comment faire une feinte au sabre, ou comment rentrer dans une garde. Tu n'as pas non plus envie de donner ça à n'importe qui. Et donc ça se range aussi dans l'ésotérisme. Le fait de comprendre comment le corps doit se déplacer, d'où vient l'intention, pareil. Parce que c'est trop important? Parce que c'est trop important, parce que ça ne sera pas compris, parce que ça va nous déranger et donc nous bloquer. Parce que les marchands du temple vont prostituer toute cette connaissance en la déformant. Ils vont la déformer car ils n'auront rien compris. Oui, s'ils avaient compris, ils ne la prostitueraient pas. C'est le rôle du prof de savoir quand l'élève peut attaquer tel ou tel domaine de la pratique, et alors de lui donner l'accès aux connaissances. Et c'est à l'élève d'en faire un savoir. On parle évidemment ici d'un prof qui n'est pas un escroc et qui ne cherche pas à profiter, qui ne cherche pas à se faire nourrir à peu de frais, et qui sait de quoi il parle. Et l'exotérisme? C'est le contraire de l'ésotérisme. C'est l'enseignement que tu peux donner à tout le monde sans aucun souci. Donc le podcast, ce serait de l'exotérisme et The Dao Project, ça serait de l'ésotérisme? Alors oui, le podcast, c'est de l'exotérisme. J'explique des choses sans rien cacher, du mieux que je le peux, pour que tout le monde puisse en profiter. Je n'ai aucun contrôle sur qui écoute, qui prend des notes, qui met en application, ou pas du tout. Et déjà, on voit les limites de la chose. Si ce que je raconte heurte ta sensibilité, t'offense, « Ah, mon Dieu, comment peut-il oser dire ça ?» Que va-t-il se passer? Je vais arrêter d'écouter. Exactement. Donc le tri se fait tout seul. Et je perds naturellement des auditeurs. Je perds des personnes qui, si elles étaient restées, si elles avaient écouté plus d'épisodes, auraient peut-être, commencé un travail, comme celui de regarder leurs préjugés, de se remettre en question. Et donc, The Dao Project, est-ce que c'est la version ésotérique de ton enseignement? The Dao Project, ce n'est pas de l'ésotérisme. C'est aussi de l'exotérisme. Tous ceux qui sont abonnés ont le même traitement, personne n'est refusé, je réponds à toutes les questions. Je suis transparent. Exotérisme. Mais il est où l'ésotérisme dans ton enseignement? Il y en a un? Il y en a un. Il est dans les 9 voies du naturel. Tu dois candidater, les membres de l'école sont sélectionnés avec beaucoup de soin. On refuse qu'on juge ne pas être dans le bon état d'esprit, qui ne partage pas nos valeurs, ou qui n'est pas encore assez mûr pour cette étape. Ah, en plus, il faut avoir un niveau? Non, je me suis mal exprimé. Quand je dis mûr, c'est une maturité quant à la recherche sur soi. C'est pas une question de niveau, mais bien de sincérité dans la démarche.
Les enseignements qui sont trouvables nulle part ailleurs demandent à être pratiqués. On ne veut personne qui soit là juste pour collectionner les vignettes Panini de la pratique. Avec Panini, le match peut commencer. La collection officielle de stickers du championnat de France est disponible. Prends part au jeu. On ne veut personne qui se dise que ce serait bien de les revendre ensuite, sans avoir rien compris. J'en reparlerai bientôt. Cet été, avec Yvan, l'autre tête de l'école des 9 voies du naturel, on organisera un stage, et ce sera l'occasion de rencontrer de nouveaux candidats. Si vous qui écoutez ce podcast, vous voulez être tenu au courant, il suffit de vous inscrire gratuitement sur thedaoproject.org. Et si vous voulez en savoir un peu plus sur les raisons qui poussent à cacher, à rendre ésotériques des enseignements, je vous convie aux 3 sessions d'1 heure que je dispenserai gratuitement en juin. Il s'agit de sessions de questions-réponses, où je présenterai des concepts et où je vous encouragerai à poser vos questions. Si ça vous intéresse, il suffit encore une fois de plus de s'inscrire sur le site thedaoproject.org. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur votre plateforme de podcast favorite et de le partager autour de vous. D'ici là, je vous souhaite une bonne pratique. Je passe vraiment pour une nunuche quand même des fois.